Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est parti, c'est Jessica. On est ensemble jusqu'à 14h pour votre émission Tendance déco. Alors, on y va, c'est parti pour une après-midi bien remplie dans les studios de Radio Grand Lac. Aujourd'hui, le premier thème, c'est on rénove la cuisine. Le projet, comme je vous le disais, l'idée est là depuis quelques temps. Et vous vous dites, pourquoi pas la prochaine pièce qu'on rénove, qu'on remet au goût du jour, qu'on va réhabiliter, c'est la cuisine. Alors, ce n'est pas n'importe quelle pièce, la cuisine, puisque aujourd'hui, tout le monde sait que la cuisine est au cœur de la maison, de l'appartement. Elle tient un rôle essentiel puisque elle va avoir aussi la fonction de rassembler. Alors, rassembler, ça veut dire quoi ? Souvent, aujourd'hui, et d'ailleurs depuis quelques années déjà, la cuisine est ouverte sur la pièce de vie. Donc, on est ensemble. Il y a vraiment la notion de rassembler, d'être ensemble. Quand on cuisine, on peut voir ce qui se passe dans le reste de la maison, dans le reste de l'appartement. Et on a toujours cette connexion avec les autres membres de la famille, les amis, les autres colocs, si c'est le cas. En tout cas, il y a vraiment la notion d'être ensemble. On a une cuisine ouverte, ça veut pas forcément dire qu'on a un îlot. Alors ça, on reviendra dessus après sur justement quels sont les bons choix à faire, quels sont les éléments essentiels. Est-ce que justement quand on parle d'îlot, c'est pas quelque chose de tendance? Est-ce que c'est adapté à nos besoins et surtout à la pièce que vous avez? Alors vraiment, quand je dis que la cuisine elle est au cœur de l'appartement ou de la maison, c'est une réalité. C'est aussi, et là je fais une parenthèse d'un point de vue immobilier, ça va être aussi la pièce qui va pouvoir déclencher un coup de cœur si vous êtes en recherche active d'un bien immobilier. La cuisine représente également un gros poste au niveau du budget, puisque on va appeler ça une pièce technique, on n'est pas sur une simple décoration. Il faut qu'elle soit belle, mais surtout il faut qu'elle soit fonctionnelle, il faut qu'elle soit qualitative. Et il va aussi y avoir, à chaque fois j'en parle, mais c'est important, il va y avoir la notion de budget. On va revenir là-dessus justement après, quand on aura repris point par point quels sont les éléments et les étapes pour démarrer votre projet de rénovation de cuisine. Alors, rénovation ou cuisine neuve d'ailleurs, ça peut être dans le cadre où vous avez acheté un appartement neuf, ou vous avez fait construire votre maison, et vous avez justement la fameuse question de la cuisine à choisir. Alors, la première des choses, je dirais, c'est pas de faire tout le tour des cuisinistes, parce que ça, ça vient après. D'abord, il faut vous pencher vous sur votre projet à vous, puisque vous avez une idée, on va dire globale de ce qui vous fait envie, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, et puis vous allez faire le tour de tous les cuisinistes en exprimant la même idée à tous. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, vous aurez globalement, encore une fois dans les grandes lignes, le même projet. Donc vous allez dupliquer ce projet 10 fois. Alors j'exagère et pardon d'avance à mes amis les cuisinistes, mais voilà, c'est un vrai projet qu'il faut travailler et puis auquel il faut surtout penser et réfléchir. Alors vous allez par exemple dans un premier temps, la numéro 1, on va dire tâche de la liste, c'est de prendre dans votre cuisine actuelle tout ce qui vous convient, tout ce que vous aimeriez retrouver dans votre future cuisine, et à l'inverse, tout ce que vous n'aimez pas. Ça veut dire tout ce que vous trouvez pas pratique, tout ce que finalement vous dites ça j'aimerais faire autrement, je m'aperçois que d'avoir tel élément à cette place c'est pas pratique parce que je cuisine comme ça, etc. Donc vous faites encore une fois, alors moi je pense que je vais me renommer Madame Colonne, mais vous notez en tout cas tout ce qui vous plaît et tout ce qui ne vous plaît pas. De là, ça va déjà vous donner une amorce de cahier des charges. Ensuite, vous allez faire la même chose, mais d'un point de vue esthétique, puisque, effectivement, je ne l'ai pas précisé, la liste de choses à noter, positives comme négatives, on va parler d'un point de vue praticité, d'accord ? Technique, praticité, ce qui est pratique, ce qui ne l'est pas. En second lieu, tout ce qui est esthétique, ça veut dire, j'aime bien un plan de travail, en effet bois, ou j'aime bien un travail en quartz, ou j'aime bien un plan de travail en Decton, etc. Tout ça, vous allez le noter. Je voudrais un évier, par exemple, à encastrer, ou une cuve par-dessous. Tous ces éléments-là vont après, par la suite, vous le verrez, nous donner une indication sur quel type de matériaux choisir et ce qui sera possible ou pas possible.
Et en fonction de ce que vous aimez plus que l'autre, eh bien, il faudra faire des concessions. Alors, on y vient, les concessions, il faut en faire. Donc, tout ça pour dire que d'un point de vue esthétique, le point de vue esthétique et le point de vue technique va nous amener à vous faire un projet ciblé. Alors, on parlait tout à l'heure de l'îlot. Est-ce que vous voulez un îlot ? Est-ce que pas forcément ? Ça, ce sont des choses à noter puisque ces questions-là vont être posées par votre cuisiniste. Est-ce que vous êtes nombreux ? Est-ce que vous êtes deux ? Est-ce que la cuisine est un lieu où vous allez prendre vos repas du matin, du midi, du soir ? Comment vous allez utiliser votre cuisine ? Comment vous utilisez et vous allez utiliser votre cuisine ? Est-ce que vous aimez une table à hauteur traditionnelle ou à l'inverse, est-ce que vous aimez avoir finalement un tabouret un peu plus haut ? Et si c'est le cas, à quelle hauteur ? Puisqu'il y a globalement 2 hauteurs qui existent. Toutes ces questions vont être peut-être des points de détail, mais à chaque fois, comme je le dis, c'est quand on va rentrer dans le détail qu'on va marquer la différence et qu'on va créer un projet abouti. Le détail, c'est vraiment le plus important. Même si on n'en est encore pas là, finalement, tout ce que vous allez pouvoir dire et donner comme information va vous servir à tisser un projet adapté à vos besoins et vos envies. Ensuite, on va, toujours en numéro 2, checker ce qui vous plaît au niveau des idées. Alors, souvent, c'est le cas hein, quand on démarre des projets de cuisine. J'entends, ah oui, chez un tel, ils ont fait ça, c'est pas mal. Ok, mais alors chez un tel, la pièce, elle est comment ? Est-ce qu'elle est plus petite ? Est-ce qu'elle est plus grande ? Est-ce qu'à l'inverse, leurs habitudes de vie sont identiques aux vôtres ou pas du tout ? Donc, tout ça, c'est bien d'aller prendre des idées à droite à gauche. Encore faut-il qu'elles soient adaptées à vous, encore une fois. Un projet est à chaque fois personnalisé, sinon il n'a aucun intérêt. Ensuite, vous allez vous poser la question de savoir si vous allez, encore une fois, en fonction de votre pièce, redisposer la cuisine. On part dans l'idée, dans l'objectif que c'est une rénovation de cuisine. Vous allez avoir forcément, comme je vous le disais, c'est une pièce technique, vous allez avoir des points techniques, c'est-à-dire où est la plomberie, où est la plaque actuellement, la hotte, est-ce que vous avez une extraction vers l'extérieur ou pas ? Tous ces points-là vont être annotés. Dans l'idéal, prenez des codes de cuisine, prenez vos mesures, et tous ces points vont être notés sur votre petit croquis que vous allez ensuite amener à votre cuisiniste, puisque c'est important aussi à prendre en compte pour la notion de réalisation, de faisabilité technique et de budget par la suite. Puisque s'il faut tirer tout des réseaux, évidemment, c'est pas la même chose que retravailler très ponctuellement la plomberie, par exemple. En tout cas, il y a des choses à noter d'un point de vue technique et puis d'un point de vue surtout praticité. Votre cuisine, est-ce que c'est une cuisine ce qu'on appelle en I ? Est-ce que c'est une cuisine en L ? Ou à l'inverse, est-ce que c'est une cuisine qui va avoir un plan de travail avec un autre plan de travail, un îlot parallèle, mais pas forcément sous forme d'îlot ? Est-ce que vous allez avoir besoin d'un grand plan de travail ou à l'inverse, non, vous cuisinez pas trop et finalement c'est pas forcément utile. Voilà, toutes ces questions sont vraiment propres à chacun. Alors, je suis sûre que quand on se dit oui, un plan de travail, c'est pas forcément utile, c'est toujours utile. Néanmoins, encore une fois, attention à ce que vous pouvez entendre autour de vous. Les besoins des uns ne sont pas identiques aux besoins des autres. Et ce qui va être valable pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc encore une fois, c'est vraiment vos habitudes à vous, vos envies, vos besoins et surtout vos goûts. Une fois que vous avez déjà établi une liste de tout ça, c'est ce qu'on va appeler le cahier des charges, vous allez déjà savoir où vous allez. Ça veut dire que vous allez avoir une cuisine qui va être en L, en I, etc. Vous allez avoir, par exemple, peut-être de la plomberie à modifier, de l'électricité. Quand vous allez enlever votre cuisine, peut-être que finalement, ça va abîmer le mur, il va falloir reprendre le mur. Il y a plein de points comme ça. Déjà, un état des lieux de votre cuisine actuelle va vous permettre de dresser le cahier des charges. Et ensuite, on va avancer progressivement dans votre projet cuisine. Mais c'est pas pour tout de suite, ce sera juste après les Red Hot Chili Peppers, Black Summer, à tout de suite. Radio Grand Lac.
Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. C'est Jessica, on est encore ensemble jusqu'à 14h. Et puis, pour rappel, cet après-midi à Radio Grand Lac, eh bien, le programme ne fait que commencer puisque juste après Tendance déco, à 14h15, vous retrouverez Joe avec sa chronique Le jeu du mouvement. Ensuite, à 17h, on retrouve une commune avec Jean-Pierre. Et ce soir, c'est la mode Servolex qui nous rend visite. Et puis, enfin, à 18h15, on termine avec C'est bientôt l'apéro. Sylvain qui nous présentera son émission pour terminer ce mardi 17 octobre. Alors, nous, on était en train de parler de cuisine, de rénovation, de projet. En tout cas, si vous avez envie de modifier votre cuisine, de la changer complètement, eh bien, c'est le moment. Alors, c'est le moment, vous allez me dire, peut-être pas. Puisque l'hiver, c'est plus compliqué, en effet, de changer sa cuisine. Néanmoins, comme je le dis souvent et j'aime à le rappeler, un projet, quel que soit le projet, que ce soit une cuisine, une chambre, un salon, une déco, un bureau, ce que vous voulez, il se fait pas en 10 jours, ni en 7, ni en 15. C'est un projet qui est réfléchi, qui doit être réfléchi, qui doit être abouti, c'est-à-dire que le jour du top départ, rien ne doit être laissé au hasard, puisque une fois que le projet est lancé, c'est-à-dire que la dépose de la cuisine existante, et là on va parler de cuisine puisque c'est le sujet du jour, mais à partir du moment où le top départ est donné et que la cuisine en place va être démontée pour entamer les travaux de rénovation, il faut pas qu'il y ait un grain de sable qui vienne enrayer la machine, puisque vous pouvez prendre du retard, et on sait tous qu'une cuisine c'est quand même le cœur de l'appartement, le cœur de la maison. C'est compliqué de vivre dans un bien qui est en travaux, et surtout quand c'est la cuisine. Donc l'idéal, en effet, c'est de faire une mise en œuvre dès que les beaux jours reviennent. Voilà. Pourquoi ? Parce que on va plus facilement manger dehors, on va plus facilement pouvoir se passer de la cuisine qu'en hiver, où là on se recentre sur les intérieurs. Néanmoins, c'est le bon moment pour commencer à y réfléchir, mais vraiment, ça veut dire, on ne fait pas juste se dire, on va modifier la cuisine, ce serait pas mal, c'est une bonne idée. Non, on va se pencher dessus. Et se pencher dessus, c'est ce qu'on voit justement aujourd'hui, par où on commence. On a vu sur cette première partie, on va dresser un état des lieux de la cuisine en place. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui va nous amener à un cahier des charges. Le cahier des charges va vous donner finalement une direction, une piste à suivre, une piste à creuser pour arriver à un projet abouti. Il y a également la notion de budget. Alors souvent, j'en parle, souvent je le dis, certaines personnes peuvent voir le côté budget comme un tabou, comme quelque chose d'un peu secret. Néanmoins, c'est très important. C'est inévitable, même essentiel d'avoir déjà vous une idée de budget et puis de la communiquer, cette idée de budget, puisque un cuisiniste, si selon ce que vous allez donner comme envie, il va faire votre cuisine avec les envies que vous allez lui communiquer, s'il arrive à un budget, je dis une bêtise, de 35 000 euros alors qu'en tête vous avez 15 000, il sera forcément à côté de la plaque. Donc ça va vous vendre du rêve, mais vous allez déchanter finalement. Donc c'est important de se dire, j'ai une enveloppe de plus ou moins tant d'euros. C'est important de le savoir et surtout de le dire. Et alors souvent, encore une fois, la notion du budget, pour moi, est abordée à chaque démarrage de projet. Et là, souvent, j'entends la réponse, je sais pas combien ça peut coûter. Ça, c'est une chose, avoir une enveloppe en est une autre, et on sait tous, encore une fois, je l'ai déjà dit sur une émission, quand on démarre un projet de voiture, de maison, d'appartement, de tout ce que vous voulez qui est important, vous savez jusqu'où vous pouvez aller pour réaliser ce projet en termes d'un point de vue financier. Donc c'est important tout de suite de jouer carte sur table, de dire aussi bien j'aime pas le bois, j'aime pas le bleu, j'aime pas ci, de dire j'ai tant d'euros pour faire cette cuisine, ça sert à rien d'aller au-dessus puisque de toute façon je ne pourrais pas, ou alors on a un peu de souplesse, etc. Voilà, donner l'indication aux cuisinistes ou bien aux professionnels de la décoration ou de l'architecture qui vous accompagnent, c'est essentiel. Ensuite, quand vous avez ce cahier des charges, aussi bien technique, esthétique, financier, une fois que vous avez ça, vous pouvez démarcher pour votre projet de cuisine.
l'idéal quand même vraiment, alors vous allez dire je prêche pour ma paroisse, mais c'est pas grave, faites-vous accompagner par un professionnel. On a souvent l'idée reçue de ah oui mais ça va me coûter de l'argent forcément, et oui évidemment personne ne travaille gratuitement. Néanmoins vous allez gagner du temps avec finalement un œil averti, un œil technique qui va voir des contraintes que vous ne verrez pas forcément, ou qui va aussi avoir un œil extérieur et nouveau, et qui peut-être, normalement, vous fera avoir un œil neuf et donc des propositions différentes de ce que vous avez. Puisque si c'est une réno, votre maison, votre appartement, vous le connaissez, vous êtes dedans, vous avez les œillères, et le professionnel qui va arriver avec son œil neuf va vous dire « Ah ouais, mais ça peut être pas mal, et ça peut être bien, et par rapport à ce que vous me dites, on pourrait faire comme ça. » Donc, vous allez forcément rémunérer ce professionnel, mais ça peut être pour derrière avoir un projet vraiment abouti et vous faire gagner du temps, puisque le but, c'est aussi de ne pas faire tous les cuisinistes du village et de la place. Vous allez avoir aussi l'œil averti d'un professionnel, puisque les partenariats avec des cuisinistes ou des artisans sont importants, et vraiment je le vois au quotidien. Voilà, des chantiers, des démarrages, des projets qui démarrent un peu, on va dire, pas forcément super bien, on en voit malheureusement. Donc c'est aussi la garantie de se dire ok, ça va bien se dérouler, et quand comme je vous le disais, le jour J, c'est-à-dire le jour du top départ, du démontage de la cuisine et du réagencement de la pièce pour la future pose de la cuisine, tout ça va être orchestré et va être suivi avec un planning, avec un rétro-planning, et surtout une obligation finalement de vous donner un résultat à la hauteur du rétro-planning annoncé. Donc ça peut être vraiment très confortable pour vous, et ça va vous faire gagner du temps. Donc, idée à creuser, je me fais accompagner par un professionnel de la décoration ou de l'architecture d'intérieur. En tout cas, ce projet cuisine, encore une fois, il est à aboutir au retour des beaux jours, mais il est à travailler en amont. Il faut plusieurs semaines, les idées vont se mettre en place. Quand je dis n'allez pas faire tous les cuisinistes, ça veut pas dire n'allez pas vous inspirer, bien au contraire, ils sont là pour ça, ils ont des super showrooms, donc n'hésitez pas à aller faire le tour, mais ça sert à rien de passer comme ça 5 heures, parce que les rendez-vous cuisine sont très longs. Ça sert à rien d'aller passer tous vos samedis 4 heures chez un cuisiniste différent pour aboutir à un projet qui sera pas mal, mais pas en fonction de votre demande. Donc ça sert à rien ni pour vous de perdre votre temps comme ça, ni pour eux d'ailleurs, puisque un projet cuisine, comme je vous le dis, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc le projet cuisine, par où commencer ? On refait la checklist. Numéro 1, on fait un état des lieux de l'existant, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je veux retrouver, ce que je veux enlever, qui nous amène à un cahier des charges technique, esthétique et financier. Et ensuite, on va se dire, ok, l'agencement le fait comme ça, on a du carrelage à refaire, on a de la faïence, on a besoin de tel professionnel, d'un plombier, d'un électricien. Et ensuite, on y va, on va s'inspirer, et de fil en aiguille, on aboutit un projet. Et puis, encore une fois, je l'ai déjà dit sur la dernière émission, on pose une date, surtout, on pose une date pour que ce projet se réalise finalement, que ça ne reste pas une idée, mais le but c'est de réaliser. Donc on pose une date et on s'organise pour que cette date, le projet prenne vie, tout simplement. Le projet cuisine, c'est une chose. Pour la salle de bain, on verra. On a déjà fait des émissions sur la salle de bain. Dans les grandes lignes, c'est la même chose. C'est une pièce dite technique également. On va dire que sur la trame du projet, c'est la même chose. C'est juste que c'est pas forcément les mêmes fournisseurs, les mêmes showrooms, les mêmes intervenants. Donc voilà, on adapte à chaque fois à la pièce. On va basculer, puisqu'il est 13h30, sur la deuxième partie d'émission. On a beaucoup parlé de couleurs il y a 15 jours sur les couleurs tendances de cet automne 2023. On va, je vous l'avais promis et on me l'a demandé souvent, la théorie des couleurs, c'est-à-dire déjà quelles sont les couleurs. On fait toujours un petit rappel, puisque je m'aperçois encore une fois que couleur chaude, couleur froide, etc., c'est pas toujours acquis pour tout le monde. Et ensuite, on va
le plus important, voir la psychologie des couleurs, la symbolique des couleurs. Quels sont les effets des couleurs sur nous, quel est le symbole de chaque couleur, puisque ça, c'est très important aussi. Et on va passer tout ça en revue sur cette deuxième partie d'émission. On se fait une petite coupure, je vous laisse, à tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est encore ensemble sur le 92.1 Radio Grand Lac ou radiograndlac.com. C'est Jessica, on est ensemble jusqu'à 14h et sur cette deuxième partie d'émission, on va rentrer dans le détail de la théorie des couleurs, la symbolique des couleurs et l'effet des couleurs sur la psychologie et surtout le symbole de chaque couleur selon les endroits, selon les lieux, selon les croyances, etc. Alors, la théorie des couleurs, déjà pour reprendre à la base, on a déjà passé ce sujet en revue plusieurs fois dans l'émission. Néanmoins, c'est important de replanter le décor. J'aime bien dire on replante le décor puisque on a des choses qu'on sait tous, on a des acquis qu'on enfouit quelque part dans un tiroir du cerveau, mais quand il s'agit d'avoir des réflexions sur certaines choses, on a tendance à les oublier. Donc on ouvre ces tiroirs et on replante le décor avec les couleurs. Évidemment, les couleurs sont réparties sur ce qu'on appelle le cercle chromatique. Le cercle chromatique répartit 12 couleurs qui sont primaires, secondaires et tertiaires. Donc les couleurs primaires, on les connaît, il y en a 3. C'est évidemment le rouge, le bleu et le jaune. Ces 3 couleurs primaires vont se mélanger entre elles et donner les couleurs secondaires et ainsi de suite. Ce cercle chromatique sur lequel sont plantées ces 12 couleurs se coupe en 2 parties. On va avoir les couleurs chaudes et les couleurs froides. Alors souvent, c'est où est-ce qu'on le coupe ce cercle, puisque on a des croyances encore une fois, mais quand vous n'êtes pas sûr, ça peut s'avérer finalement un peu trompeur. Alors le cercle chromatique, quand on le coupe en 2, on va le couper entre eux. Si vous voulez vous aider d'un visuel, vous allez couper le cercle chromatique entre le jaune et le vert, et forcément votre ligne droite va venir couper en face entre le rouge et le violet. Pour faire simple, et je schématise. D'un côté, on a les couleurs chaudes. Évidemment, ça va être tout ce qui est couleur du feu, les oranges, les rouges, les jaunes. Et de l'autre côté, on a les violets, bleus, verts qui se rangent du côté des couleurs froides. Alors, dans ces couleurs, toutes les couleurs ont un vocabulaire bien à elles. On va parler de teintes, on va parler de couleurs pures, on va parler de nuances, d'ombrés, de tons, camailleux, etc. La saturation des couleurs. Parfois, vous allez vous sentir un peu perdu et au final, vous allez dire bon, allez, c'est bon, on va mettre du orange. Bon, alors, ok, on peut schématiser comme ça. Néanmoins, on va passer en revue cette théorie des couleurs et sa symbolique. Alors, la teinte, on a une teinte qui désigne la couleur en elle-même, d'accord ? On va parler de vert, de rouge, de jaune. Quand on désigne le nom de la couleur, on dit que c'est la teinte. Donc, le rouge est une teinte. Ensuite, on a les couleurs pures. Donc, les couleurs primaires, secondaires et tertiaires sont dites pures car elles ne comportent pas de nuances qui vont venir. On verra après, je ne veux pas aller trop vite. Mais en tout cas, elles n'ont pas de noir, blanc ou gris. D'accord ? Ça, ce sont des couleurs pures. Ensuite, on a les nuances. Une nuance, c'est donc une couleur, une teinte, qu'on a après avoir ajouté du blanc à une couleur pure. Par exemple, on va ajouter du blanc à une couleur rouge, par exemple, pour obtenir du rose. Donc, si je vous ai perdu, on reprend, on a les couleurs primaires, le rouge, on va venir ajouter du blanc et on va obtenir du rose. Donc là, on va avoir une nuance puisqu'on va teinter la couleur qui va nous donner une nuance rose. Plus on ajoute de blanc, plus on a une couleur qui va se teinter avec un ton pastel. Par exemple, quand on parle de rose pastel, eh bien, on peut dire qu'on est dans une nuance très teintée. On est sur un rouge très teinté de blanc qui nous a donné une nuance rose pastel. Ensuite, on va avoir les ombres. Les ombrés, ce sont donc des couleurs auxquelles on a ajouté à l'inverse du noir pour obtenir une couleur plus sombre. Alors, je prends l'exemple encore une fois du rouge. On va teinter, on va
ombrer avec du noir le rouge, et on va avoir vraiment un rouge lit de vin, si on peut dire. On peut avoir vraiment un pourpre, quelque chose de très intense et de très sombre. Donc là, on va teinter en clair ou en foncé pour avoir tout ce qu'on appelle des ombres et des nuances. Ensuite, on a le ton. Alors, le ton, c'est une couleur à laquelle on a ajouté du gris. Attention, le gris, c'est une nuance neutre. On va réduire l'intensité de départ de la couleur. Un rouge très très vif ou un jaune très très vif auquel on ajoute du gris, on réduit l'intensité. On va avoir quelque chose de plus doux, de plus terne aussi. Donc, attention aux résultats que vous voulez avoir. Ça, c'est important quand vous faites teinter vos peintures, évidemment. Et puis, on a dans le vocabulaire des couleurs, on a la saturation. Souvent, on va entendre, la saturation de la couleur, qu'est-ce que ça veut dire ? Plus une couleur est saturée, plus elle est forte. Ça veut dire quoi ? Plus elle ressort, plus elle tape à l'œil. Ça peut être valable pour un jaune qui est saturé. On va avoir quelque chose vraiment qui ressort énormément, et c'est l'inverse justement de quelque chose de plus doux, de plus terne, qu'on va venir nuancer, qu'on va venir ou donner un ton plus pastel avec du gris. Donc encore une fois, on a les couleurs à proprement parler, on a le gris, le blanc, le noir qui vont vous servir à contrebalancer les couleurs pures de base. Donc là déjà, on y voit plus clair, parce que souvent on se dit, ok, on a un cercle chromatique, on a des couleurs, mais quand je prends un nuancier de peinture, il y a 150 pages et je ne sais pas comment choisir ma couleur. Ça, c'est vraiment c'est du vécu du tous les jours au quotidien. C'est oh là là, le choix de la couleur. Alors là, moi, souvent j'entends c'est Jessica, c'est toi qui choisis parce que j'ai aucune idée, je n'arrive pas à voir, je n'arrive pas à associer. Donc voilà, je ne choisis jamais les couleurs à la place, à votre place, à la place des gens. Je vais orienter, je vais préconiser telle ou telle nuance. La décision finale doit toujours vous appartenir. Évidemment, il faut que vous en soyez convaincus. Donc voilà, là déjà, on a cette théorie des couleurs. On part du cercle chromatique, on part de couleurs primaires, secondaires, tertiaires, et on va venir contrebalancer, saturer, ombrer, nuancer avec du gris, du blanc et du noir. Donc, pas de panique, le vocabulaire est très vaste. Néanmoins, dans la pratique, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins compliqué que cela ne paraît. En tout cas, il y a quelque chose qui est bien plus important que le vocabulaire des couleurs, puisque même si vous n'avez pas les bons mots, on arrive toujours à se comprendre. La signification des couleurs, c'est vraiment apprendre comment on va pouvoir influencer votre comportement inconsciemment, un état d'esprit. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les couleurs influencent les émotions. Donc évidemment, que ce soit une chambre, encore une fois un bureau, un salon, etc., on ne va pas associer les couleurs de la même manière, et surtout, on ne va pas utiliser des couleurs dans telle ou telle pièce. Alors le rouge, on parlait de rouge tout à l'heure, c'est le symbole de la force, de la vitalité. D'accord ? On va avoir des signaux très forts avec le rouge, et on va avoir des effets stimulants sur le rythme cardiaque inconsciemment, sur l'appétit aussi au passage. En tout cas, c'est la couleur du feu et du sang, c'est une couleur forte, le rouge. Donc par exemple, on va pas mettre du rouge, une couleur trop forte, trop saturée dans une chambre, puisque dans la chambre, on a besoin d'être apaisé. Il symbolise vraiment cette énergie, cette vitalité. Donc, c'est vraiment pas conseillé, en tout cas, de mettre du rouge dans une chambre à coucher. Alors, il y a plusieurs symboliques selon les endroits de la Terre, etc. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps. Sinon, je parlais jusqu'à 15 heures. En tout cas, on reviendra dessus sur une prochaine fois. Quand utiliser la couleur rouge, une entreprise par exemple qui va, parce que évidemment, comme je vous le disais l'autre fois, on est des particuliers, on a tous une habitation, mais on est aussi des professionnels, on a un environnement de travail. On peut adapter cette couleur à des entreprises qui veulent créer du dynamisme, qui veulent montrer leur dynamisme, leur courage, leur état d'esprit vraiment combatif. Voilà. Ensuite, on a le jaune. On passe sur une autre couleur primaire. Le jaune, c'est l'optimisme, c'est la joie, c'est la couleur du soleil. Donc le jaune symbolise l'énergie, il stimule le cerveau et entraîne des sentiments positifs.
chaleur, le soleil évidemment, l'optimisme, la joie, comme je vous le disais, tout ça, c'est inconsciemment ou consciemment, en tout cas, des émotions qui sont provoquées par le jaune. Le jaune attire l'attention. On peut aussi finalement utiliser cette couleur dans un salon, pourquoi pas dans une chambre, pourquoi pas, puisque encore une fois, selon comment on va saturer la couleur, comment on va nuancer, on peut avoir un jaune pastel qui est très doux et qui peut, pourquoi pas, être utilisé dans une chambre, et y compris une chambre d'enfant. Alors, encore une fois, la symbolique du jaune, selon les cultures, est très différente. On va en tout cas voir ensemble comment on peut utiliser le jaune. Si vous voulez marquer votre intérieur ou votre environnement professionnel avec une connotation d'optimisme, de fun, de joie, on va retrouver évidemment la couleur jaune. Autre couleur, le bleu, puisque le bleu c'est très tendance justement. La couleur bleue, ça va être... Alors normalement si vous avez écouté, on passe sur une couleur froide, donc on va avoir quelque chose de beaucoup plus apaisant, puisque c'est aussi finalement la signification des couleurs, couleur chaude et couleur froide apaisant. Le bleu représente la stabilité, la crédibilité, ça va être si, encore une fois, dans votre environnement professionnel, vous voulez renvoyer une image. En tout cas, dans la déco, puisque c'est bien là le sujet de l'émission, on est vraiment... le bleu est intemporel. Elle est considérée comme une couleur, la couleur préférée de beaucoup de monde, de beaucoup de personnes. Elle symbolise la mer, elle symbolise le ciel, le bien-être et l'apaisement. Les nuances plus foncées de bleu stimulent la pensée. Elles vont avoir vraiment cet effet... on fait travailler les méninges, on fait tourner le cerveau. À l'inverse, les nuances plus claires, donc on a teinté de blanc, si vous avez bien suivi, produisent un sentiment de calme et de sérénité. Alors évidemment, souvent, quand on est en vacances, on va voir la mer, ou quand il fait beau, on regarde le ciel, et tout de suite, le bleu, opère. C'est valable tout le temps, les couleurs. C'est pas uniquement dans de la déco, c'est vraiment tout le temps. Les couleurs nous entourent au quotidien. Et si vous posez votre intention de façon plus... en conscience en tout cas sur les couleurs qui vous entourent, vous verrez et probablement que vous ressentirez les effets des couleurs sur vos émotions. Donc le bleu, on en était là. La couleur bleue peut évoquer des choses vraiment différentes selon les cultures. En tout cas, on est vraiment sur une couleur qui renvoie à la positivité. Positif, c'est vraiment le mot qui ressort de cette couleur. La couleur la plus utilisée dans les salles de bain, par exemple, c'est le bleu, qui peut dénuancer vers le vert, mais on va pas rentrer tout de suite dans le détail. En tout cas, le bleu est vraiment utilisé beaucoup, de façon foncée, de façon claire. On a une tendance qui se maintient depuis plusieurs années autour du bleu, et selon la déco et l'agencement qu'on va faire autour, eh bien on va avoir des styles très différents. On peut basculer du style scandinave. Encore une fois, j'utilise des mots qui sont qui sont populaires pour que vous puissiez visualiser, mais on va avoir du bleu dans des tendances scandinaves, on va avoir des bleus dans des tendances art déco. Donc pour le coup, on est sur deux tendances extrêmement différentes, à l'opposé l'une de l'autre, et pourtant on retrouve la même couleur. Comme quoi, le fait de saturer les couleurs, de nuancer les couleurs, d'ombrer les couleurs, va vous donner un impact différent dans votre décoration intérieure. On a ensuite la couleur verte, on en parlait. Le vert, on bascule sur quelque chose d'équilibré. Voilà, on va produire des émotions d'équilibre, de bienfaits, des vertus bienfaisantes, je dirais, puisque c'est la couleur de la nature, tout simplement. Le vert symbolise vraiment l'équilibre, la santé, le bien-être. On est dans quelque chose qui les plantes, par exemple, la verdure, etc. Tout ça, c'est revigorant, inconsciemment ou consciemment. Et ça va vous apaiser, ça va vous calmer encore différemment que sa voisine le bleu. En tout cas, encore une fois, si on sature les couleurs, si on nuance les couleurs, vous savez maintenant le vocabulaire, ce qui va vraiment vous apporter. Le vert, qui soit saturé ou nuancé, va encore une fois vous apporter des décorations et des styles différents dans votre intérieur.
On a le orange. Alors le orange, là pour le coup, on rebascule du côté des couleurs chaudes sur notre cercle chromatique, la couleur de la confiance en soi. Alors on pourrait dire, ah ouais, je croyais que c'était le rouge, mais évidemment on est sur une couleur connexe, le orange et le rouge, donc ça fonctionne. On peut dire que ça fonctionne. J'aime pas contrarier les gens. Donc le orange va combiner les attributs de la joie de vivre, l'énergie du jaune avec la force du rouge, justement. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est valable également. Elle représente la chaleur, évidemment. Le orange, c'est la couleur du feu, la chaleur, le confort. Et c'est une couleur qui va, comme le rouge, stimuler l'appétit. On peut utiliser cette couleur dans une cuisine, par exemple. Ça tombe bien, c'était notre premier sujet. Dans la culture occidentale, le orange symbolise l'automne et on est en plein dedans. Donc souvent, c'est une couleur qui est fortement appréciée. On va décliner le orange, encore une fois, selon comment on va le saturer, le ombrer. On va avoir des oranges couleur terre, couleur brique, couleur terracotta. Tout ça en fonction de la quantité de blanc, de la quantité de gris ou de noir qu'on va ajouter dans cette couleur, va vous donner des tonalités différentes, des nuances différentes et forcément va vous apporter des ambiances différentes. On a vraiment ce sens d'enthousiasme et de motivation qui vraiment est propre et propice au orange. Sur les autres couleurs, toujours dans des couleurs alors, on rebascule dans les couleurs froides, le violet. Alors, le violet, je tiens à le dire, c'est une couleur froide, puisque souvent, j'entends le violet est une couleur chaude. Non, c'est faux. Le violet est une couleur froide, puisque sur le cercle chromatique, il bascule avec le vert, le bleu, et voilà. Ensuite, donc, le violet, on l'utilise pour, on va dire, apaiser. Néanmoins, c'est une combinaison entre le rouge et le bleu. Donc, il a à la fois des vertus apaisantes, qu'on retrouve grâce au bleu, mais qui peut aussi avoir des vertus stimulantes comme le rouge, puisqu'on est vraiment entre deux. On peut dire que c'est une couleur vraiment ambiguë, néanmoins, elle passe du côté des couleurs froides. C'est une couleur très forte, et c'est pour ça que souvent, quand on met du violet, alors violet, aubergine, etc., encore une fois, selon comment on sature la couleur, on va... elle se suffit à elle-même, en fait. Il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup. Il n'y a pas besoin de surtravailler une décoration autour. La couleur, déjà, suffit. Vous pouvez l'associer avec du bois clair. Tout de suite, vous allez contrebalancer, justement, cette couleur. Alors, pas dans le cas des pastels, hein, mais en tout cas, si vous avez un violet saturé, vous pouvez venir tout de suite le contrebalancer avec du bois clair. Et là, on a tout de suite un effet waouh. L'effet waouh est très recherché. Comme je vous le disais, on bascule sur les couleurs neutres. Le noir, le blanc, c'est deux couleurs. Alors, c'est pas des couleurs, mais c'est deux forces, on va dire, qui s'opposent et se complètent à la fois. Donc, c'est vraiment des tons neutres. On n'est pas sur des couleurs à proprement parler. Donc, on va vraiment, en tout cas, les utiliser pour venir nuancer ou ombrer une couleur de base, et on va pouvoir aussi les utiliser dans une décoration. Si vous voulez quelque chose de monochrome, on a souvent du noir et blanc qui vont venir se compléter parfaitement dans des décorations rétro, et j'ai en tête l'exemple de salle de bain. Le fameux carreau métro blanc ou noir avec tout ce qui est appareillage sanitaire rétro. On a vraiment un thème qui est fort et impactant dès qu'on utilise le noir et blanc. Alors, j'espère que cette nouvelle émission sur les couleurs vous a servi, vous a peut-être enrichi au niveau du vocabulaire et vous a un peu réconcilié justement avec tous les mots qu'on peut retrouver autour des couleurs, la saturation des couleurs, les nuances, qu'est-ce qu'une couleur chaude, qu'est-ce qu'une couleur froide, comment on découpe le cercle chromatique. Pour vous y retrouver, sachez que, encore une fois, selon la pièce que vous allez travailler et selon l'effet recherché, eh bien, vous n'utiliserez pas des couleurs chaudes ou des couleurs froides, ou bien, en tout cas, vous pouvez les contrebalancer avec leurs couleurs complémentaires pour avoir l'effet attendu. C'est très important puisqu'encore une fois, inconsciemment, la couleur joue sur nos émotions. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très bonne après-midi et je vous rappelle qu'elle est loin d'être terminée sur Radio Grand Lac
92.1. À 14h15, c'est Joe qui vient pour nous présenter une nouvelle chronique, le jeu du mouvement. 17h, 1h, une commune avec Jean-Pierre et c'est La Mode Servolex qui sera dans les studios de Radio Grand Lac. Et enfin, on termine la journée, c'est bientôt l'apéro, présenté par Sylvain à 18h15. Je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne semaine avec l'automne qui arrive et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission Tendance Déco. Belle journée à tous et à très bientôt.